On va s'intéresser à au rapport du chercheur Nicolas Lebourg sur les détenus d'extrême droite. On va donc parler profil de ces détenus, de radicalisation et de terrorisme avec vous deux, Pierre et Maxime. Et pour commencer, pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est Nicolas Lebourg et quel est ce rapport ? Oui. Alors, déjà, qui est Nicolas Lebourg ? Parce que je pense que c'est important, quand on regarde un rapport, de savoir qui l'a produit. C'est quand même un historien spécialiste de l'extrême droite. Il est chercheur. Alors, attendez, je reprends mes petites notes parce que c'est un tout petit peu complexe. Il est chercheur au Centre d'études politiques pour l'Europe latine, le CEPEL à l'Université de Montpellier. Il est également membre du, excusez mon anglais, Project on the Transnational History of the Far Right de l'Institute for European, Russian and Eurasian Studies, l'IERS, à l'université George Washington. Nicolas Lebourg, on lui doit aussi notamment un livre sur François Duprat, qui est le père du nationalisme révolutionnaire. C'est vraiment le cœur de son expertise, mais il a aussi beaucoup travaillé. Il a écrit des livres, il a produit des rapports extrêmement fouillés et intéressants. Je vous invite à vous y intéresser, sur les violences politiques, les différentes facettes aussi de la mouvance d'extrême droite, les violences politiques d'extrême droite, mais aussi les différentes facettes de la mouvance en France, en Europe. Bref, ça fait très longtemps qu'il travaille sur ce sujet, il le connaît par cœur, et ses travaux font référence. C'est d'ailleurs pour ça que l'administration pénitentiaire va le chercher pour produire ce rapport. Voilà, en fait, c'est donc un rapport de l'administration pénitentiaire sur la question de la radicalisation à l'extrême droite. Et donc, qu'est-ce que... Oui, j'ai réussi à pas répondre à la question, excuse-moi. Non, vous l'avez fait en 2 temps. C'est ça, j'ai fait un CV et voilà. Et donc, on va essayer de comprendre ce que nous apprend ce rapport. Déjà, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quelle est la part de ces détenus radicalisés d'extrême droite ? Est-ce que c'est une part qui est en progression ces dernières années ? Alors, d'une part, il faut évidemment partir du principe que parmi les milliers de personnes qui sont sous écrou en France, les détenus radicalisés à l'extrême droite ou non représentent une infime minorité. Et au sein de ces détenus radicalisés, il y a 2 grandes tendances majeures. Il y a évidemment les détenus radicalisés djihadistes qui représentent une immense majorité des détenus radicalisés, mais aussi ces détenus d'extrême droite dont le nombre est en constante augmentation depuis à peu près une quinzaine d'années. C'est ça, on comptait à une époque... en fait, l'administration pénitentiaire ne communique pas sur ces chiffres. Et il y a une part... c'est quelque chose qui est normal. Enfin, l'étape de la prison ne doit pas rester non plus une marque au fer rouge à vie. Par contre, elle communique parfois comme ça sur des personnes incarcérées pour ces motifs-là, ou en lien avec ces motifs-là, à un instant T. Et on est passé, effectivement, il y a 15-20 ans, ça se comptait sur, alors je ne vais pas dire les doigts d'une main, parce que n'exagérons rien, mais on était dans cet ordre d'idée de quelques unités. Aujourd'hui, on compte en plusieurs dizaines. Là, le rapport de Nicolas Lebourg, par exemple, il porte sur 104 personnes, 104 des personnes qui, sur les 2 ans de son étude, sont passées derrière les barreaux, ont eu affaire à la justice, aux forces de l'ordre, ont été arrêtées pour des motifs, alors on le détaillera après, mais de terrorisme ou d'activisme violent d'extrême droite. D'ailleurs, pas seulement violent, parce qu'il y a aussi des théoriciens, des idéologues. Voilà. Alors, juste une petite précision, donc, l'étude de Nicolas Lebourg, elle remonte à 2017. Non, elle fait 2022-2024. Non, mais parmi les personnes arrêtées, il y a des gens qui ont été arrêtés en 2017. En 2017, voilà. Oui, pardon. On nous demande comment explique-t-on l'augmentation des détenus d'extrême droite ? On ne les mesurait pas avant, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a plus de groupuscules violents ? Est-ce qu'ils sont plus poursuivis par la police ? Et est-ce qu'ils sont plus actifs et violents ? Beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre pas à tout, parce que heureusement Maxime est là. On les a toujours comptés. Historiquement, par exemple, il y a toute une partie du rapport qui est aussi... parce que ce rapport, quand même, il faut le dire, c'est l'administration pénitentiaire qui le commande. Nous, on a pu le consulter une fois qu'il a été rendu. On n'est pas dans le secret des dieux, on n'a pas... on connaît la démarche, tout est expliqué. C'est un rapport qui fait plus de 80 pages, qui est extrêmement complet, fourni, qui a été fait par un chercheur, historien... Il y a toute une partie du rapport, l'administration pénitentiaire, le commande parce que, en fait, elle se retrouve confrontée à cette vague de gens qui sont incarcérés pour un motif qui, finalement, n'était plus un sujet. Ça redevient un sujet. Comment on le gère ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les met... C'est des questions qui sont abordées, parce qu'il faut tout aborder dans le rapport, mais... Est-ce qu'il faut, par exemple, puisque ce sont des radicalisés, est-ce qu'on les met avec les autres radicalisés, les islamistes ou que sais-je ? Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait ?
le rapport revient notamment sur ces prisonniers de l'OAS, par exemple. Donc on est plutôt dans les années 60, 70 en France. Ces gens qui militent, qui commettent des attentats au nom de la cause de conserver l'Algérie française à cette époque. Et donc, ils ont ce statut qui était très particulier à l'époque. On différenciait le droit commun du détenu dit politique, pour le micro, en lien en tout cas avec un activisme et qui avait des facilités dans son incarcération. Ils avaient un accès plus facile à la presse. Ils avaient plus de parloirs. Ils avaient la possibilité de pouvoir se réunir entre eux, d'avoir les clés de leur cellule ou qu'elles soient ouvertes, d'avoir des promenades en commun, de ne pas d'être isolés du reste. Et en fait, ça répond à la question, mais pour développer un tout petit peu, c'est pas une bonne idée, ce statut, parce qu'en fait, ça crée aussi des ruptures d'égalité avec les autres détenus. Pourquoi quelqu'un qui a voulu commettre un attentat au nom d'une cause, raciste en l'occurrence, aurait accès à plus de parloirs, aurait plus de facilités ou autre? Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'a été constaté à l'époque la création le renforcement d'un sentiment d'appartenance, de corps, de faire corps, parce qu'en fait, c'était presque devenu une étape dans la militance de l'OAS, d'aller en prison, de se retrouver avec les autres, des gens qui étaient là parfois pour beaucoup plus longtemps, parce qu'ils avaient commis des faits beaucoup plus graves, ou ils reconnus coupables, de faits beaucoup plus graves. Et donc, il y avait aussi une forme de hiérarchie, d'appartenance, de formation, de réseautage, etc. Enfin, tout ce qu'on reproche, par exemple, au narcotrafic, au grand banditisme, et que ça paraît tout à fait logique, c'est aussi vrai dans ces cas-là. Et dans l'action, il y avait aussi de savoir si les raisons pour lesquelles cette part était en augmentation, avec notamment de se questionner sur le fait que est-ce que la police poursuit plus les individus auteurs de violences politiques liées à l'extrême droite ou pas? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Alors déjà, il faut reconnaître qu'en France, on ne reconnaît pas pénalement le qualificatif de violence politique, ce qui pose un problème. Alors généralement, quand les violences sont assorties de circonstances aggravantes, notamment en raison de l'identité sexuelle des personnes, de l'orientation, leur religion réelle ou supposée, c'est ce qui permet généralement de qualifier les violences politiques. Alors franchement, je vais être très honnête, est-ce que on poursuit plus? Moi, j'ai pas de chiffres qui l'attestent. Je peux pas assurer qu'on poursuit plus désormais ou on est plus laxiste qu'avant. Donc sur ce point-là, je voudrais pas du tout induire en erreur notre sympathique viewer. Donc je vais pas répondre à cette question. Alors par contre, il y a quelque chose que peut-être qu'on peut. Déjà, c'est pas la police qui poursuit, c'est la police mène des enquêtes et c'est la justice qui poursuit. Nous, quand on a commencé il y a quelques années encore, on traitait de la violence politique, beaucoup. Par exemple, avec les Zouaves Paris, on a parlé tout à l'heure de Villepinte, mais avant, il y avait eu les Gilets jaunes, ce qui se passait, etc. Et en fait, en continuant à suivre, à couvrir professionnellement, c'est notre métier, la même mouvance, on est amené de plus en plus à aller au tribunal. Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de violences ? Probablement. Est-ce que c'est parce que ces violences sont de moins en moins tolérées, parce qu'elles sont trop nombreuses, parce qu'elles sont trop violentes, parce qu'elles sont de plus en plus commises par les mêmes, ou que sais-je? Peut-être. En tout cas, voilà, avec Maxime, on se fait souvent la blague, on a commencé dans la rue, on finit au tribunal. Il y a une question intéressante dans le chat qui porte sur la thématique de la manière dont sont influencés ces détenus là, d'extrême droite en prison. Et donc quelqu'un demande si le rapport s'est intéressé aux médias utilisés par ces détenus. Alors, le rapport aborde cette question-là dans les grandes lignes, mais je pense qu'avant d'expliquer la question du process de radicalisation, il faut expliquer en fait qui sont ces 104 détenus et surtout le fait qu'ils sont divisés en deux catégories. Alors, il y a 53 personnes qui sont considérées comme des terroristes d'ultra-droite. Alors, évidemment, c'est du langage policier. Nous, à l'IB, on n'aime pas trop utiliser le terme ultra-droite, mais bon, là, on va l'utiliser parce que c'est celui qui est utilisé dans le rapport. Il y a donc 53 terroristes d'ultra-droite et 51 activistes violents. Alors, activistes violents, ça peut aller par exemple, de Marc de Cacré-Valmeunier, dont on parlait tout à l'heure, qui a agressé des gens de façon... On ne dit pas qu'il est dans le rapport. On ne dit pas qu'il est dans le rapport, hein, mais c'est un exemple, encore une fois. C'est un rapport qui est anonymisé sur les personnes. Hein. On n'a évidemment pas les identités de toutes les personnes. Bon, il y a certaines personnes qu'on connaît quand même, qu'on reconnaît un petit peu en ayant travaillé sur ces questions. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a deux influences il y a
il y a plutôt 3 groupes d'influence. Il y a la première catégorie dont on va parler tout de suite, ce sont les activistes d'extrême droite. Les activistes d'extrême droite violents, eux, ils sont plutôt jeunes. L'immense majorité est née en fait entre 1989 et 2009 et ils font presque tous partie de groupuscules installés dont on parlait la dernière fois. Donc eux, leur radicalisation, elle vient surtout du groupe. C'est pas des gens qui sont extrêmement influencés par les réseaux sociaux ou par différents médias, même si ça participe de leur construction personnelle. Ils utilisent plutôt ces médias-là et ces réseaux sociaux pour faire leur propagande. À la différence des terroristes d'extrême droite, qui eux sont divisés plutôt en 2 groupes, ceux qui sont un peu plus âgés ont plutôt tendance à être radicalisés, et nous on l'a vu avec Pierre en allant à des procès, par en fait la presse mainstream d'extrême droite, que ça peut être CNews, Éric Zemmour, c'est des choses qui reviennent dans des procès où quand il y a de l'enquête de personnalité au début, on te demande mais comment vous en êtes arrivé là, il y a beaucoup de gens qui citent les émissions d'Éric Zemmour, donc ces gens-là, et aussi par des réseaux sociaux on va dire un peu plus boomers comme Facebook. Et il y a toute la part des jeunes terroristes d'extrême droite, eux qui sont beaucoup influencés par Telegram. Parce que sur Telegram, il y a énormément de propagande terroriste d'extrême droite, notamment venant du monde anglo-saxon, mais des États-Unis précisément. Et c'est là plutôt que se trouve la source de leur radicalisation. Juste une toute petite question. Quelqu'un demande pourquoi est-ce que le terme ultra-droite pose problème ? C'est un terme policier. En fait, en France, il n'y a pas de police politique, au sens premier du terme. On ne juge pas les gens, en tout cas, on ne les fiche pas sur leurs idées. Du coup, les services de renseignement, parce que il y avait quand même un contexte ou en tout cas une volonté d'enquêter, de suivre, de surveiller des gens qui sont politiques, ont été inventés les termes policiers, ultra-droite et ultra-gauche, notamment, qui visent justement, en fait, qui désignent, dans le jargon policier, encore une fois, la mouvance d'extrême droite à potentialité violente. C'est pour ça que, par exemple, quand la DGSI donne des chiffres sur c'est quoi l'ultra-droite en France, souvent on a cet étiage d'environ 5000 personnes, dont 3000, enfin 1500, 3000. Pareil, ça évolue et ça dépend où on place le curseur au final, qui serait à potentialité réellement violente, dont on craint un passage à l'acte. Le reste, c'est plutôt des suiveurs, etc. Donc nous, on est journalistes, on n'est pas policiers, on ne parle pas d'ultra-droite, mais bien d'extrême droite radicale. Et j'ajouterais très rapidement que en fait, ce qui nous gêne aussi dans la question de l'ultra-droite, c'est que ça crée en fait une espèce de barrière entre l'extrême droite qui serait parlementaire et non violente et l'ultra-droite qui serait extra-parlementaire et violente. Or, on l'a vu notamment dans l'attaque de la mosquée de Bayonne par un octogénaire qui a fait 2 blessés, Claude Cinquet. Claude Cinquet était un ancien cadre du Front National. Ce qui montre qu'en fait, il n'y a pas d'un côté les méchants des groupuscules et les terroristes. D'ailleurs, dans les 53 personnes qui sont classées dans le rapport de Nicolas Lebourg comme terroristes d'extrême droite, il y a des gens qui se disent en tout cas aussi appartenir à des partis de la droite, on va dire traditionnelle et conservatrice. Qui se considèrent comme des héritiers du gaullisme. Voilà, qui se considèrent comme des héritiers du gaullisme et qui ont eu leur carte au RPR. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on préfère utiliser le vocable d'extrême droite parlementaire et d'extrême droite radicale. Et on peut à la fois, il y a des ponts, il y a des liens entre les deux, mais on ne veut pas différencier des gens qui seraient par nature violents et d'autres qui seraient par nature pacifistes. Sur les profils des détenus, quelle est la part des femmes dans ces détenus ? Alors les femmes, en fait, elles représentent à peu près 10% du corpus que Nicolas Lebourg a étudié. Alors ça peut paraître extrêmement peu, mais en soi, c'est très nouveau. Lorsque lui est remonté dans les archives pour savoir combien il y avait de femmes qui étaient internées pour des actes politique d'extrême droite, en fait, il fallait, pour retrouver le même nombre de femmes, remonter aux années d'après-guerre, donc des gens qui ont été enfermés pour des faits de collaboration. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est aussi leur profil qui est un peu nouveau, parce que généralement, c'est des femmes plutôt âgées, qui sont issues d'un milieu social moyen, qui sont pas du tout des personnes marginales, et on les retrouve essentiellement chez les terroristes. Il y a très peu de femmes chez les activistes violents.
Et dans ces profils, on retrouve aussi ce qu'on appelle parfois des accélérationnistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, là, ce terme d'accélérationniste ? Oui, alors comme son nom l'indique très bien, l'accélérationniste vise à accélérer. C'est une idée, une pensée qui apparaît au mi-temps des années 2010, qui vient plutôt des États-Unis, enfin qui vient même très clairement des États-Unis, et qui vise donc à précipiter cette chute, cet effondrement, cette guerre civile raciale qui est craint ou espéré par la mouvance. Qui vise aussi, en fait, comment la précipiter en enclenchant un cycle de violence-représailles, à même de finir par dégénérer. Soit les autorités devront prendre position et prendre des mesures extrêmement fortes, violentes, espère-t-il, ou alors une guerre civile. Ces gens ont cru, en France en tout cas, c'est typiquement ces gens qui, au lendemain des attentes de l'année 2015, qui a été marquée par toute une série d'attentats, on retient Charlie Hebdo, bien évidemment, le 7 janvier, en début d'année, quoique dans la mouvance, finalement, Charlie Hebdo, c'est pas tant resté, et qui se finit avec les attaques de Paris et de Saint-Denis, le Bataclan, ce qu'on appelle typiquement. Eux espéraient que, voilà, pour eux, c'était le premier acte de cette guerre. Il fallait s'organiser. D'ailleurs, on le retrouve énormément dans tous les dossiers, mais peut-être on le développera après, dans tous les dossiers terroristes qui ont été jugés depuis. Il y a aussi quelque chose qui est une espèce de nihilisme, une violence vraiment profonde, presque kamikaze, qui relève presque de l'ordre du kamikaze, ou en tout cas du martyr. De la volonté sacrificielle, en tout cas. Voilà. Alors bon, il y a bien évidemment un attrait extrêmement marqué pour le plus radical, le mysticisme nazi, des choses comme ça qui sont extrêmement dures, mais il y a aussi la création, et ça c'est vraiment frappant, parce que ça résonne vraiment avec ce que font les islamistes, par exemple. C'est toute cette martyrologie, le fait d'ériger au rang de saints les gens qui sont passés à l'acte au nom de la cause. Donc on parle d'Anders Breivik, on parle de Brenton Tarrant, on parle de tous ces gens qui ont massacré des dizaines et des dizaines d'innocents, qui en ont blessé encore plus partout à travers le monde ces dernières années, au nom de quelque chose qui est fondamental dans l'idéologie accélérationniste, c'est-à-dire la défense du monde blanc. Je reviens sur ce que tu viens de dire là il y a quelques instants aussi sur l'impact qu'ont pu avoir les attentats du 13 novembre 2015. Ça veut dire, et c'est ce qu'on constate avec ce rapport, que ces événements-là ont participé à la radicalisation aussi de militants, d'activistes d'extrême droite ? Oui, complètement. En fait, il y a une espèce de volonté de riposte ou de revanche après les attentats pour tout un tas de gens qui vont rentrer dans la catégorie des terroristes d'extrême droite. Notamment, par exemple, le groupe AFO. Au sein du groupe AFO, donc Action des forces opérationnelles, qui ont été condamnés en septembre dernier. Donc c'était un groupe de personnes plutôt âgées, plutôt aux alentours, pour leur plus grand nombre, plutôt aux alentours de la quarantaine, cinquantaine, même s'il y a des gens plus jeunes qui font partie de ce groupuscule, voire même des gens plus âgés. Voilà, des gens, les chefs sont vraiment âgés, c'est des personnes retraitées. Eux, en fait, ils vivent les attentats du 13 novembre, évidemment, comme un traumatisme, comme l'ensemble de la population, mais pour eux, c'est effectivement, comme dit Pierre, le déclenchement de quelque chose. Il faut immédiatement se venger, en fait. Se venger contre les gens qui nous assaillent. Et pour eux, les gens qui nous assaillent, c'est pas les djihadistes. C'est l'ensemble de la population musulmane en France, et même pas seulement musulmane, immigrés d'origine extra-européenne. Et ça, c'est hyper important chez eux, dans leur construction. Alors, il y en a d'ailleurs qui ont des proches, qui sont victimes des attentats, alors blessés ou décédés, des gens qui devaient même se rendre au Bataclan, puis qui n'y ont pas été au dernier moment parce qu'ils ont eu un empêchement. Et ça, ils le vivent effectivement comme un traumatisme important. Mais ce qui était frappant dans AFO, avec Max, on y a quand même passé pas mal de temps, on a face à nous, parfois, le premier jour du procès, on nous avait vendu les papis terroristes, etc. Et puis, c'est vrai que on a eu des bouts du dossier, on a machin. Tu te plonges dans un truc, tu te fais une construction de qui sont ces gens, et vraiment, le premier jour, on s'est retrouvés, pour certains,
des jeunes au profil assez inquiétant d'ailleurs, mais aussi un vieux monsieur avec sa moustache. C'est presque un papy souriant, sympa, avenant. Tu vas lui parler, le type te répond, mais bonjour, c'est Libé, machin. Ok. On avait produit le matin même un papier pour dire, avec les pièces du dossier qui étaient alarmantes. Qui était, je suis pas sûr que c'était abonné à Libé, mais abonnez-vous quand même. Faites-le. Voilà, il y avait un côté monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, parce que typiquement, on n'est pas sur des gens qui seraient en marge, on ne serait pas sur des gens qui seraient rejetés de la société, qui auraient une revanche à prendre ou quoi que ce soit. Certains ont des revenus très confortables, certains ont des retraites très confortables, ils sont installés, ils sont mariés, ils ont des enfants, etc. Et en face de ça, ces gens-là, ils ont préparé des attentats, mais typiquement, il y avait un des plans, par exemple, c'était bloquer une rue en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis même, je crois, pour vous donner un peu une rue un peu embouteillée, comme on voit tous voilà, aux heures de pointe à Paris. Et dans leur tête, Saint-Denis, c'est forcément des gens issus de l'immigration. Voilà. Leur représentation du monde, c'est ça. Donc on bloque la rue, on met une voiture devant, une voiture derrière, on arrive à bloquer la rue, et il y a quelqu'un qui remonte en scooter la rue, un membre de leur groupe, avec quelqu'un derrière qui jette des grenades dans les voitures. Des grenades artisanales qu'ils avaient fabriquées. Ils en détenaient, ils avaient fait des tests, elles explosaient. Ils avaient même perfectionné le système de fragmentation de ces grenades. Le rapport des mineurs qui les a fait dit « ça pète fort ». Je paraphrase. Mais ça pète fort. Voilà, ces gens, ce qu'ils préparaient, ils voulaient empoisonner de la nourriture au hasard, etc. Enfin, et quand leur est posé la question, ce que disait Max, sur la volonté de ces gens, quand la présidente leur dit, mais attendez, se venger, vous êtes choqués, parce que tout le monde, effectivement, invoque le 13 novembre, le Bataclan, avec beaucoup de désinformation, d'ailleurs. De désinformation qu'on voit, qui est née et qui continue d'être diffusée par des réseaux d'extrême droite. C'est la fachosphère, très clairement. Et quand on lui dit, mais attendez, il y a quand même une différence, machin, vous voulez faire ça, et il y a un des accusés qui a répondu, ouais, ça marche pas notre truc, parce que de toute façon, on voulait le faire l'été, et l'été, avec la clim, tout ça, les fenêtres, elles sont fermées. Alors, je voudrais insister sur un point, parce que là, on a un peu l'impression qu'on a affaire à des pieds nickelés dont on ne mesure pas tout à fait la dangerosité. Le rapport de Nicolas Lebourg, il soulève quand même un point important. C'est qu'il y a une part non négligeable des gens qu'il a étudiés qui sont des anciens membres des forces de l'ordre ou des anciens militaires. Donc des gens rompus au maniement des armes. Alors pour des anciens militaires, on imagine encore plus. Mais il y a aussi toute une série de gens qui construisent leur socialisation autour des stands de tir. Alors ce qui ne veut pas dire que les stands de tir sont des repères de terroristes d'extrême droite, mais c'est des gens qui considèrent qu'il est absolument nécessaire d'apprendre à se servir d'une arme et on n'est pas du tout dans une espèce de fantasme qui se réalisera jamais. Comme l'a dit Pierre, ces gens-là, ils ont quand même fabriquer des grenades artisanales. Ils sont tout un tas à détenir personnellement des armes. Légalement. D'ailleurs, puisqu'ils sont tireurs sportifs. Il y a le cas d'un terroriste d'extrême droite qui s'appelle Aurélien Chapeau, qui lui était plutôt isolé, qui est plutôt de la tendance accélérationniste, qui avait énormément de littérature accélérationniste traduite en français chez lui. Aurélien Chapeau, c'est un ancien militaire. On le retrouve alors avec lui avec des armes qu'il détient illégalement, puisque du coup c'est des armes de catégorie A. Lui, il veut s'en prendre. Alors on ne sait pas trop bien si c'était une loge maçonnique ou une synagogue ou les deux. Mais on est sur quelqu'un qui a un degré de dangerosité extrêmement important. Dans l'affaire terroriste Waffencraft, le leader est un ancien gendarme. Alors il n'est pas resté très longtemps gendarme, mais on imagine il est gendarme pendant une partie de l'enquête. Voilà, il est même gendarme pendant une partie de l'enquête. Et sur tout à l'heure, quand tu parlais, Pierre, des influences et des inspirations de ces personnes, donc tu disais que certains ont des références liées au nazisme. Tu disais aussi que d'autres s'inspiraient dans la stratégie de la mise en place de ce que font plutôt les terroristes djihadistes, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, parce que ça peut paraître très paradoxal, mais parfois il y a même plusieurs de ces détenus qui, en effet, sont inspirés autant par la mouvance nazie que par la mouvance djihadiste, par exemple. Oui, alors après, sur la manière d'attaquer, de tuer des gens,
c'est pas gay, mais c'est de ça dont on parle. Il y a des savoir-faire. Mais on peut aussi retrouver, par exemple, traduit, tu te souviens de c'était des vieux manuels d'insurrection de la CIA qui étaient diffusés dans des pays d'Amérique du Sud et qui avaient été traduits, réadaptés pour les remettre dans un contexte français. En fait, voilà, l'obsession, c'est celle de, comme l'a dit Max, détenir des armes. Il y a des moyens légaux de le faire. Il y a des influenceurs d'extrême droite qui ont partagé et qui ont mis l'accent d'ailleurs sur les manières légales d'obtenir des armes. Avoir son permis de chasse, avoir une licence de tir. Le tir sportif est un sport comme les autres. Pas tout à fait, mais c'est un sport. La chasse est une activité, un loisir. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ce sont tous des terroristes, enfin les pratiquants de ces activités sont tous des terroristes d'extrême droite en puissance, loin s'en faut. Mais il y a cette propagande qui vise ça. Et puis après, il y a toute la propagande qui vise à dire pourquoi il faut avoir une arme. Pourquoi il faut avoir une arme ? Parce que vous êtes attaqué. Parce que on vous désigne l'ennemi, on vous fait vous sentir en danger et on le martèle toute la journée. Malheureusement, au bout d'un moment, un influenceur qui tient ce discours-là et qui le répète sans cesse, mais à 10 personnes. Le risque que ces 10 personnes passent à l'acte, une personne sur ces 10 passe à l'acte, parce que c'est quelqu'un de déséquilibré ou qui à un instant T il est minime. Si c'est 100 personnes, il est minime. Si c'est 1000, il est 10 000, 1 million. Qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, il y a toute une foule d'influenceurs d'extrême droite qui ont des centaines de milliers d'abonnés, qui sont très actifs en ligne. Il y a des chaînes de télévision qui font parler ces influenceurs d'extrême droite, voire qui relaient les mêmes discours, et qui, elles, ont des millions quotidiennement de gens qui les regardent, etc., etc. Et en fait, là, ce qu'on voit dans ce rapport, je pense, c'est aussi le fruit de toute cette mécanique. Le rapport parle aussi dans les profils exposés de la part d'incels parmi ces individus, donc c'est ce qu'on appelle les célibataires involontaires, avec par exemple, je cite une ligne du rapport, en somme l'automarginalisation que représente le référentiel nazi va de pair avec un certain retrait du marché amoureux. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors là, on reconnaît évidemment l'humour de Nicolas Lebourg dans ce rapport. Non, précisément, ça veut dire que c'est extrêmement difficile d'entretenir des relations amoureuses quand on est néo-nazi. Encore heureux. Plus largement, au-delà de cette boutade, ça montre que il y a un problème de socialisation auprès de toute une partie de ces militants. Chez les activistes d'extrême droite, c'est assez marqué. Ils sont vraiment divisés en deux parties, les 51, ceux qui ont des relations stables et ceux qui ont du mal à entretenir des relations. Et il peut y avoir, note le rapport, une frustration qui est liée à cette difficulté d'entretenir des relations, alors sociales ou amoureuses, mais là pour le coup c'est plutôt amoureuse, et qui pourrait être un facteur aggravant de leur violence. Chez les terroristes d'extrême droite, ceux qui sont plus âgés, on est vraiment sur un peu monsieur tout le monde. La majorité a des enfants, voire même des petits-enfants. Pour certains, ils sont mariés, veufs, divorcés, comme le représente la population française. Mais au sein de la jeunesse terroriste d'extrême droite, et notamment chez ceux qui se revendiquent du mouvement incel, donc ces gens qui se revendiquent célibataires involontaires, c'est-à-dire que dont les femmes ne voudraient pas parce qu'en fait elles sont misandres et que elles ne sont là que pour le faire souffrir, enfin les faire souffrir. Eux, on remarque qu'effectivement c'est une vraie problématique. C'est ce qui est une partie de l'engagement de leur radicalité. Eux, ils se revendiquent sociopathes parce que et c'est un vrai exemple, je rigole pas. En troisième, il y a une jeune femme qui a repoussé ses avances et ça a après déclenché du harcèlement scolaire. Alors, ça nous apporte deux choses, ce petit détail, c'est que d'abord le harcèlement scolaire c'est quelque chose de très important. Ça ne veut pas dire que, comme je l'ai entendu récemment dans la bouche d'un ancien juge antiterroriste, que toutes les personnes qui ont été harcelées vont devenir des personnes violentes ou sociopathes en puissance. C'est complètement faux et toutes les études disent le contraire. N'écoutez pas Marc Trévélic sur cette question. Et ensuite, effectivement, il faut bien prendre en compte cette question du harcèlement scolaire, mais aussi qu'on a toute une série de discours
qui sont disponibles sur Internet, des discours masculinistes extrêmement violents qui, qu'on le veuille ou non, qui ne sont pas toujours partagés par des gens d'extrême droite, mais qui reviennent toujours à peu près à la même doctrine, celle de la misogynie généralisée, du fait que les femmes ne sont là que pour servir les hommes, que les femmes sont des objets, qu'elles devraient en fait s'offrir aux hommes, et ça crée toute une série de phénomènes extrêmement violents. Je rappelle qu'en France, on a quand même évité 3 attentats avec pour doctrine principale l'incélisme, je ne sais pas si ça se dit, on va l'appeler comme ça, et c'était 3 attentats qui visaient des établissements scolaires, mais dans d'autres pays, et notamment au Canada ou aux États-Unis, il y a eu des attentats qui visaient essentiellement les femmes, parce qu'elles étaient des femmes, et qui ont fait des dizaines de mortes. Il y a une question dans le chat, je l'ai vu, la question sur les solutions sur la radicalisation des individus violents. On y viendra juste après. Juste avant, je voulais... Vas-y, Pierre, tu voulais dire quelque chose ? En fait, ce phénomène-là se voit aussi à travers la jeunesse des mises en cause dans ces dossiers-là. On est vraiment sur des jeunes gens qui ne sont pas formés autrement que parce qu'ils entendent à la télé. À la télé des jeunes, c'est-à-dire Internet, YouTube, etc. C'était le point boomer. Oui. J'ai connu l'arrivée du Minitel. Sans déconner, j'ai connu Minitel. Et donc, t'as vraiment ce facteur-là. Et avec vos bêtises, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, ça me reviendra peut-être plus tard. Il y avait aussi autre chose sur lequel je voulais vous entendre, c'est un point que soulève le rapport, c'est un point commun que pour le coup semble avoir l'immense majorité de tous ces détenus, c'est l'importance que représente pour eux la théorie, désormais tristement célèbre parce qu'on en parle énormément, de la théorie du grand remplacement, qui semble être un point central pour beaucoup de ces détenus. Alors, petite correction, la fausse théorie du grand remplacement. La thèse. C'est vrai qu'à force de dire comme ça, c'est ça, parce que théorie, ça voudrait dire qu'elle est basée sur des faits ou des arguments scientifiques ou même ne serait-ce que matériels. C'est pas le cas, c'est une thèse, c'est une vue de l'esprit. D'ailleurs, un de ses principaux promoteurs, héros, vulgarisateur, parce qu'il a rien inventé, c'est Renaud Camus, cet écrivain d'extrême droite, enfin devenu d'extrême droite, qui dit notamment, il habite dans le Gers, et il est dans un beau château dans le Gers, et il dit, quand j'ouvre ma fenêtre, je vois la réalité de la théorie du grand remplacement. Il voit surtout des arbres. Le château du Plieux, il est. Alors peut-être qu'il confond malheureusement les arbres avec des personnes voilées, mais là, ça relève plus de problèmes de son côté. Cette théorie du grand remplacement, elle n'est pas neuve. Il faut quand même faire un tout petit point. Elle naît sous la plume des antisémites français de la fin du 19e siècle, qui, elle traverse comme ça, de manière totalement underground, totalement marginale, tout le 20e siècle. Personne s'en empare trop, ça résonne pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Enfin, c'était déjà le principe à ce moment-là, dès l'origine, que les élites, alors les juifs, les banquiers, qui vous voulez, selon votre référentiel d'extrême droite réactionnaire, ces élites, parlons de eux, ce que certains appellent les élites, importeraient des populations étrangères pour pervertir, diluer, faire disparaître le sang. Alors à l'époque, on est dans des référentiels nationalistes, nationaux, vraiment à l'intérieur des frontières qu'on défend, fusil à la main, pour pervertir le sang des Français, les faire disparaître, pour créer comme ça une espèce de population mondiale docile. Et voilà. Ça traverse tout le XXe siècle, et en fait, c'est vraiment... pareil, encore une fois, mi-temps des années 2010, 2014-2015, je crois son livre Le Grand Remplacement, il sort en 2015. En fait, Renaud Camus, il intègre quelque chose, un paradigme qui va rencontrer l'ère du temps à l'extrême droite, c'est-à-dire que ce ne sont plus les juifs, ce sont ces mots, ce ne sont plus les juifs qui sont rendus responsables de cette mécanique complotiste, de grands plans cachés, ce sont les musulmans, l'islam, et ça rencontre aussi ce switch du Rassemblement national et de toute l'extrême droite, ou presque, dans sa foulée, c'est-à-dire qu'on remplace, on a acté que l'antisémitisme, c'est la fameuse dédiabolisation, était disqualifiant, qu'on ne peut pas se permettre, et donc il faut qu'on trouve, parce que c'est l'essence du Rassemblement national, c'est l'essence de l'extrême droite, il faut qu'on trouve un autre bouc émissaire.
Ce bouc émissaire, il est sur un plateau, c'est l'immigration, pardon, c'est pas l'immigration, c'est l'immigration extra-européenne. Certains diraient que la différence se reconnaît à la couleur de peau. Mais ne parlez surtout pas de racisme. Voilà. Et donc ça va rencontrer et ça va marcher. Et ça va aussi rencontrer, percuter une ère du temps, qui est celle des attentats. Et ce que montre le rapport de Nicolas Lebourg, c'est que l'immense majorité des personnes qu'on retrouve dans ces 104 personnes, ils croient à la théorie du grand remplacement, et parfois même pour de nombreuses personnes, donc terroristes, mais également activistes pour le coup, il n'y a pas tellement de différence, c'est un moteur de leur action. Ils l'expriment comme un moteur de leur action. Et il y a un effet encore plus pervers, c'est que au sein de ces personnes, il y a des gens qui sont beaucoup plus radicaux que la simple théorie du grand remplacement. On a parlé de néo-nazis, il y en a à l'intérieur. Et c'est des gens qui, quand ils vont devoir avoir à faire face à la justice, en fait, ils vont amoindrir leur discours d'apologie du Troisième Reich, parce que vraiment, ça marche assez mal comme ligne de défense en France, encore heureux. Voilà, c'est pas terrible. On note, le chercheur note, et notamment après dans des entretiens qu'il a menés aussi avec des personnes qui sont encore en prison, qui disent avoir quitté la doctrine néo-nazie, en fait, invariablement, elles reviennent au grand remplacement. Et quand on voit que le grand remplacement est aussi un moteur de terrorisme, c'est tout à fait inquiétant. Et alors, est-ce que le rapport propose des solutions, comme on nous demande dans le chat, là, contre la radicalisation et les individus violents? Quelles solutions peut-on envisager? Alors oui, c'est un rapport qui vise à proposer des solutions à regarder. C'est une administration qui le commande, et elle le commande avec un objectif bien précis, comme on l'a dit. Il y en a 9, il y a des points légaux, de procédures législatives qui sont quand même très précis, ce serait laborieux à développer ici. Grosso modo, ils sont abordés aussi, surtout d'ailleurs, la détection des profils et de la formation du personnel pénitentiaire au code de la mouvance. On parle des tatouages, on parle des références, on parle des lectures, on parle des parcours, on parle de toutes ces choses-là. Sur ce point spécifique de la détection des détenus radicalisés, ça vaut tant, soulève le rapport, à leur arrivée, que un éventuel basculement pendant l'incarcération, parce qu'on fréquente d'autres gens. On l'a vu, c'est quelque chose qui a déjà été vu, d'avoir un terroriste, un idéologue et un activiste qui vont avoir été mis un peu dans le même coin, parce qu'ils sont tous les trois d'extrême droite, que c'est pas évident, c'est pas forcément très accepté en prison, et que on va, pour leur protection, on va les mettre dans un coin. Il va y avoir ce phénomène dont on parlait tout à l'heure, qu'on a vu avec l'OAS, etc., peut se produire, et donc reconnaître des gens qui se radicaliseraient. Il y a cet exemple d'un mis en cause dans un dossier qui c'était avec sa boucle de ceinture, je crois, qui s'était gravé, j'allais dire tatoué, mais non, gravé une croix gammée avec sa boucle de ceinture sur le torse pendant son incarcération. Là, a priori, c'est quand même l'enfance de l'art. Le renseignement pénitentiaire l'avait noté et l'a fait remonter. Voilà. Mais quid de quelqu'un qui se ferait tatouer certaines runes, qui se mettrait à lire certains auteurs, etc. Il est important de former le personnel. Non, et je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble important, et notamment pour nous, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de process de déradicalisation par l'administration pénitentiaire pour les personnes qui sont déradicalisées d'extrême droite. Comme ça existe, avec fort peu d'efficacité, il faut bien le dire, pour les personnes qui sont des détenus présentés comme islamistes. Je dis présentés pas du tout, parce qu'en fait, on les appelle les TIS, terroristes islamiques, tout simplement. Il n'y a pas pour l'instant d'unité dédiée à cette question. Il y a des petites initiatives, mais qui sont extrêmement locales, mais il n'y a pas de plan national. Et ce que préconise Nicolas Lebourg, c'est qu'à travers ces process de formation des gardiens, mais aussi des gens qui sont chargés de la psychologie en prison, on retrouve des gens qui soient spécialisés sur la question de la radicalisation d'extrême droite, ce qui pour l'instant n'existe pas. Et d'ailleurs, souligne le rapport à raison, avec un peu j'irai pas jusqu'à dire d'enthousiasme, mais en tout cas, visiblement, il y a des réussites qui sont produites. Il y a une initiative qui est menée dans le Grand Est avec une équipe mobile qui travaille spécifiquement sur cette question de la radicalité d'extrême droite, sur en fait ce que appelle le désengagement de la radicalité des gens. Après, les gens croient ce qu'ils croient. Encore une fois, il n'y a pas de police politique. La loi française est très claire. Vous avez le droit d'être nazi dans votre chambre, vous n'avez pas le droit d'en faire l'apologie publiquement.
Et donc, il ne s'agit pas de contrôler ce que pensent les gens. Il ne s'agit pas de sonder les cœurs et les esprits. Par contre, il s'agit de désengager les gens de la voie de la violence politique. Et visiblement, donc il y a cette initiative, et donc il y a est soulevé peut-être la possibilité de la généraliser, ou en tout cas de calquer le modèle. Je ne sais pas, en tout cas, il y a des choses qui sont faites, il y a des motifs d'espoir, et surtout, quand même, rappelons-le, il y a un point positif, c'est qu'il y a une administration importante, l'administration pénitentiaire, qui se pose des questions, qui se donne des moyens pour aller chercher les gens, pour réfléchir et pour essayer de trouver des solutions. Alors moi je vais finir sur mon côté hyper négatif. Oh non, alors que Pierre est très positif. Sur un point positif. Il faut pas non plus se leurrer. Alors pas particulièrement sur la question des détenus d'extrême droite, mais je veux dire, des rapports qui sont fournis par des chercheurs à la demande d'administration. Il y en a des centaines, voire des milliers par an. L'immense majorité de ces rapports sont immédiatement enterrés parce que ça demande de faire des efforts. Et ça, les administrations ne sont pas toujours capables de le faire. On croise les doigts. Voilà. Bon, on termine quand même sur une petite note positive, moins nuancée par Maxime. Mais... merci en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi, Manu.